Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre conférence du CISAT qui devrait débuter sous le coup de 15h cet après-midi. Alors, le bilan actuel, celui qui a été fait ce matin, 4 cas actifs en Abitibi-Témiscamingue, tous du côté de la MRC de Rouyn-Noranda. Un seul cas qui s'est ajouté au bilan dans les dernières heures, c'est ce nouveau cas du côté de Rouyn-Noranda. Au niveau des vaccins, on nous parle de 88 824 vaccins administrés en Abitibi-Témiscamingue. C'est le bilan de ce matin qui a été présenté par le ministère. Donc, on verra de quelle façon ça se distingue, tout ça, du côté du CISAT cet après-midi. On vous rappelle, si vous avez des symptômes de la COVID-19, que vous pouvez vous rendre au covid19.quebec.ca pour prendre votre rendez-vous ou encore appeler au 1-877-644-4545. La situation en Abitibi-Témiscamingue qui est relativement stable et la vaccination qui continue de se dérouler. Québec.ca/vaccin COVID. Et je veux vous montrer, on va le faire ensemble. C'est assez rapide d'avoir un vaccin. On a validé dans les dernières heures. Si je me permets ici d'amener le portail Clic Santé, vous le voyez, on va choisir un service vaccin COVID. Je vais faire OK ici. On va choisir le service vaccin COVID et là, malheureusement, je ne suis pas capable de bouger dans mon écran, mais je vais le faire, je vais tenter de le faire avec l'autre écran ici. Puisque on pourrait vous montrer, là, normalement, il y a un bouton ici, voilà. On clique sur le bouton, on rentre, par exemple, je vais vous donner un code postal du centre-ville ici. Oui, ça ne fonctionne pas, voilà. On rentre un code postal d'Amos, par exemple, et là, ça nous donne des rendez-vous dans les 7 prochains jours déjà. Je regardais, par exemple, au Club de Curling d'Amos, il y avait des rendez-vous disponibles. On va aller faire un tour. Bienvenue au point de presse hebdomadaire du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 27 mai. Aujourd'hui, 2 représentants de l'organisation et un invité s'adresseront à vous pour présenter le bilan de la campagne de vaccination et dresser un portrait de l'état de situation épidémiologique. Les porte-paroles du jour sont tout d'abord Mme Katia Chadoubert, directrice régionale de la campagne de vaccination COVID, M. Yannick Roy, directeur général du Centre de services scolaires Arikana, et Dr Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique. Mme Chadoubert et M. Roy, la parole est à vous. Sarah, je ne suis pas capable de mettre ma caméra. Ça dit que tu me l'as bloqué. Désolée, ça devrait être réglé à l'instant. OK. Bien, bonjour tout le monde. Merci. Dans le fond, ça me fait plaisir d'être avec vous et je tiens à remercier M. Yannick Roy là, qui a accepté d'être présent avec nous aujourd'hui. Donc, je vais débuter avec de l'information générale sur la vaccination. Aujourd'hui, dans le fond, on vous fait part là, que toute personne âgée de 12 ans et plus plutôt peuvent prendre rendez-vous, et ça depuis le 25 mai dernier pour la vaccination première dose. Donc, je tiens à préciser que la vaccination pour les 12-17 ans est planifiée avec une grande collaboration avec les écoles primaires et secondaires, le tout étant d'atteindre un objectif de faciliter la vaccination pour les jeunes de 12 à 17 ans. Donc, il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous si votre enfant se fait vacciner avec sa bulle classe. Et c'est la façon que l'on privilégie, le fonctionnement étant bien coordonné avec les milieux scolaires. Donc, on favorise là, cette façon de faire-là pour la vaccination. Toutefois, comme les rendez-vous sont, la possibilité de prendre rendez-vous est disponible depuis le 25 mai, si vous avez déjà pris rendez-vous pour votre enfant et que vous désirez qui aille se faire vacciner avec sa bulle classe, on vous invite à annuler votre rendez-vous à ce moment-là et la vaccination dans les écoles là, se fera à partir, pas dans les écoles, mais avec la collaboration des écoles à partir du 7 juin. Par le fait même, je vais laisser M. Yannick Roy, directeur du Centre de services scolaires du Canada, qui représente les centres de services scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que la commission scolaire Western Québec, à vous faire part des modalités de fonctionnement. Donc, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à l'organisation du CISAT de nous inviter à ce point de presse.
Donc, très beau travail de collaboration, bon travail, gros travail d'envergure là, pour les prochains jours, prochaines semaines. Donc, c'est comme une activité importante, mais importante pour notre collectivité. Puis on souhaite bien mener à bon port cette opération de vaccination. Donc, pour le milieu scolaire, je vous dirais qu'on a 5 grandes responsabilités. C'est sûr on veut assurer que l'ensemble des élèves de 12 à 17 ans puissent profiter de ce service sur les heures scolaires. Là, Mme Chantauval l'a nommé tantôt. Il y a 2 volets, mais on veut s'assurer que l'ensemble de nos élèves de 12 à 17 ans puissent profiter de ce service-là sur les heures scolaires. On a la responsabilité aussi de fournir l'ensemble des informations aux parents et aux élèves de plus de 14 ans là, pour toutes les opérations de la vaccination. On a aussi la responsabilité de gérer là, l'ensemble des formulaires. Je vous dirais, il y a 2 formulaires importants. Là, le consentement, surtout pour les élèves de 12 ans et 13 ans, le consentement qui doit venir des parents. Donc, ce sera au milieu scolaire à gérer la réception et la transmission au centre de santé là, pour l'opération consentement à la vaccination. Et un autre formulaire qui est aussi important, c'est toute la notion de transmettre les données personnelles, donc les autorisations de transmettre les données personnelles entre nos 2 organisations. Et par la suite, ce sera de fournir la liste là, des élèves qui seront vaccinés par groupe et par bâtiment au CISAT, et bien sûr une opération d'envergure là, dans les prochains jours, prochaines semaines qui vont bon train. C'est toute l'organisation du transport scolaire entre l'école et le centre de vaccination. Donc, comment tout ça va prendre forme dans les prochains jours, prochaines semaines? Je vous dirais que dans un premier temps, si ce n'est déjà fait là, dans vos centres de services ou via les écoles de vos enfants, vous recevrez là, une communication aux parents, aux élèves de plus de 14 ans qui vous donneront une série d'informations, entre autres la date, l'heure et les lieux de vaccination. Vous aurez aussi un résumé des étapes importantes là, pour le bon déroulement de la vaccination. Les 2 formulaires, donc les formulaires de consentement pour la vaccination et les formulaires pour transmettre les données personnelles. Donc, important là, pour les formulaires de consentement qui sera signé des parents, c'est pour les élèves de 12 et 13 ans. Donc, à partir de 14 ans, l'élève peut faire sa propre déclaration. Important aussi de bien mentionner que lors de la vaccination, c'est vraiment pour les élèves de 12 ans au moment de la vaccination. Donc, il doit vraiment avoir atteint l'âge de 12 ans pour être vacciné. Donc, si un enfant ou un élève allait avoir 12 ans en juillet ou en août, ne sera pas accessible là, à la vaccination, il pourra le faire d'une autre façon là, qui sera probablement mentionnée comme Mme Chantauval le nommait. Donc, au niveau du transport scolaire, donc le transport scolaire est organisé par les centres de services. Donc, transport scolaire aller-retour, donc techniquement, se fait par bulle classe, donc dans le respect des mesures sanitaires. Donc, on a prévu déjà des capacités. Nous, la façon qu'on a travaillé pour déterminer le nombre d'autobus et de besoins, on est allé avec pleine capacité. Si 100% des élèves de la bulle classe se font vacciner, donc tout est déjà prévu. L'autobus va amener les enfants au centre de vaccination, va attendre durant la vaccination et ramener les élèves. L'autobus sera décontaminé et ainsi de suite. Donc, toute l'opération transport scolaire, là, ça va bon train et ça avance rapidement. Donc, je vous dirais qu'en terminant, quelques points importants. Donc, aussitôt que vous allez recevoir comme parent ou comme élève de plus de 14 ans, remplir rapidement les formulaires d'autorisation parce que ça va nous permettre, comme centre de service, comme école, de transférer les données au CISAT pour qu'ils puissent faire un pré-enregistrement pour assurer une certaine fluidité lors de l'opération de vaccination là, du 7 au 14. Donc, nous, aussitôt qu'on a les informations, on va créer les listes en fonction de la vaccination et d'organiser le transport scolaire. Donc, on vous rappelle les points importants. 12 ans, l'âge pour la vaccination, donc au moment de la vaccination. Très, très important, dans le fond, l'enfant, tout ce qu'il aura de besoin lors de la présence à la vaccination, c'est vraiment sa carte d'avoir en main, en sa possession, sa carte d'assurance maladie.
Et on vous demanderait aussi une grande collaboration là, de retourner le plus rapidement possible les différents formulaires à l'école de votre enfant. Donc, ça ferait le tour pour mes points de présentation, Mme Châteauvert. Merci, M. Roy. Dans le fond, effectivement, préciser que pour les élèves qui auront 12 ans en période estivale ou après les journées de vaccination prévues dans vos écoles, il y aura toujours de la vaccination première dose qui sera prévue toute la période estivale. Donc, vous allez pouvoir prendre rendez-vous dès que votre enfant aura 12 ans pour pouvoir se faire vacciner durant la période estivale sans problème. Donc, je poursuivrai avec d'autres informations concernant les deuxièmes doses devancées. Vous avez sûrement entendu les informations là, à la télévision. Effectivement, l'objectif étant que 75 de la population ait reçu leur deuxième dose pour le début septembre 2021. Des informations vont suivre dans les prochaines semaines pour expliquer le fonctionnement. Donc, on vous invite à ne pas téléphoner à la ligne téléphonique là, 1-877 à cet effet-là parce que pour le moment, on n'a pas la possibilité de devancer les deuxièmes doses, mais par contre, de suivre les communications à cet effet-là. Dès que ça sera finalisé, là, vous serez en mesure là, d'avoir l'information pour pouvoir avoir accès à une deuxième dose devancée. Aussi, je tiens à préciser que si vous voulez prendre rendez-vous, peu importe l'âge à compter de 12 ans, il arrive par moment qu'il n'y a pas de disponibilité dans le site que vous désirez. On vous invite à retourner régulièrement sur le site de Clic Santé. Il y a des plages qui vont s'ouvrir là, de façon régulière là, selon les disponibilités dans chacun des sites de vaccination. Au niveau du registre de vaccination pour les personnes qui ont reçu leur vaccin en dehors du Québec et qui veulent s'inscrire au registre du Québec, des plages sont disponibles sur Clic Santé dans des sites qui sont visés afin que vous preniez rendez-vous pour vous présenter dans le site de vaccination pour faire inscrire votre preuve vaccinale qui a été administrée en dehors du Québec. Donc, on vous invite à aller sur Clic Santé pour prendre votre rendez-vous à cet effet-là. Il y a aussi de la vaccination sans rendez-vous qui est en planification actuellement en Abitibi-Témiscamingue. Donc, au courant de la semaine prochaine, il devrait y avoir des informations à cet effet-là. Les informations vont être publicisées là, sur notre site Internet et sur la page Facebook lorsqu'il y aura des plages de sans rendez-vous de disponibles. Donc, surveillez aussi ces informations-là. Pour le moment, il n'y a pas de sans rendez-vous. Par contre, la semaine prochaine, il va y avoir des informations à cet effet-là. Je tiens aussi à remercier encore nos partenaires qui contribuent grandement à faire en sorte que cette campagne de vaccination soit une réussite. Donc, je vais vous les nommer rapidement. La Fonderie On, la mine Agnico Eagle, la mine Eldorado Gold, la mine canadienne Malartic, la mine Éclat Québec, Casa Berardi, Entreprise Location Amos, Entreprise Parmalat et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, merci beaucoup pour votre contribution. Je poursuivrai, Sarah, avec les informations. Donc, au niveau de la vaccination en Abitibi-Témiscamingue, nous avons en date d'aujourd'hui 88 824 personnes qui ont reçu un vaccin première dose, ce qui nous fait une couverture vaccinale en Abitibi-Témiscamingue à 55,3 %, ce qui est quand même très bon. Voici l'allocation des vaccins que nous avons pour les prochaines semaines. Comme vous voyez voir différemment de la semaine dernière, nous avons des doses qui ont été ajoutées dans la semaine du 28 juin et dans la semaine du 5 juillet. Donc, on voit 9 360 doses dans la semaine du 28 et 8 190 dans la semaine du 5 juillet. Voici maintenant la couverture vaccinale par territoire de MRC. Donc, on voit 56 % pour la MRC d'Abitibi, 58 % pour la MRC d'Abitibi-Ouest, 55 % pour la MRC du Témiscamingue, 56 % pour la ville de Rouyn-Noranda et 50 % pour la MRC de la Vallée de l'Or. Donc, comme on voit ici, dans le fond, c'est chacune des tranches de population. En bleu, les premières doses reçues. En orange, les rendez-vous. Et en jaune, c'est les cibles qui sont visées pour atteindre le 75 %. Donc, comme vous voyez, là, les 12-17 ans, on a quand même plusieurs personnes là, qui ont pris des rendez-vous. On parle de 237 personnes qui ont été vaccinées et 1561 qui ont pris déjà des rendez-vous.
Et ça inclut, dans le fond, certains rendez-vous de scolaires qui sont aussi commencés à s'inscrire. Donc, ça ferait le tour des informations que j'avais à vous transmettre. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions à la fin de la rencontre. Merci beaucoup, M. Roy, Mme Châteauvert. Dr. Sobenjo, je vous invite à compléter l'information. Oui, bonjour, merci beaucoup. Bon après-midi. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager et de transmettre des informations ainsi que répondre à vos questions. Donc, aujourd'hui, encore une fois, nous avons notre semaine qui a été tranquille au niveau de la transmission de COVID dans notre région. Donc, c'est 3 cas qui se sont confirmés au cours de 7 derniers jours. Donc, actuellement, nous avons 198 cas qui sont confirmés pour la 3e vague. Un nouveau cas dans les dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de cas actifs à 4. Donc, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, à date d'aujourd'hui, nous avons 4 cas actifs dans nos territoires. Et les 4 cas se trouvent dans la MRC de Rouyn-Noranda. Donc, nous n'avons aucune personne qui est hospitalisée et nous n'avons aucune éclosion en cours. Donc, la situation demeure stable et c'est encourageant. Aussi, il faut mentionner qu'à partir de demain, les déplacements entre les régions seront de nouveau permis. C'est-à-dire, il n'y aura plus une interdiction de se déplacer vers une région ou palier d'alerte orange ou rouge, différente de la nôtre. Toutefois, c'est toujours recommandé de faire attention. La prudence est toujours de mise. C'est toujours important de prendre toutes les mesures nécessaires lors de ce type de déplacement. Et au retour, c'est toujours recommandé de limiter les contacts sociaux. Donc, on n'oblige pas un isolement, mais au retour, c'est toujours prudent de prendre des choses tranquilles, c'est-à-dire de limiter les contacts aux personnes avec lesquelles on habite pendant le premier 2 semaines suivant notre retour. De ce fait, si jamais on reçoit des nouvelles après notre retour que quelqu'un avec qui on était en contact a reçu un résultat positif à la COVID, on aura moins de personnes avec lesquelles on a été en contact. Cela nous aide à protéger et prévenir la transmission dans notre région. Un autre élément qui va arriver, c'est à partir de demain, on pourrait être jusqu'à 8 personnes de différentes adresses qui se ressemblent à l'extérieur dans nos terrains privés. C'est-à-dire, on peut avoir, déjà c'est permis d'avoir des occupants de 2 maisonnées, de 2 adresses différentes pour se rencontrer, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais cette fois-ci, on peut être jusqu'à 8 personnes à l'extérieur dans nos cours. Et ces 8 personnes peuvent provenir de plus de 12 adresses différentes. Il faut se rappeler que les enfants sont inclus dans les comptes de 8 personnes, mais ceux qui n'ont pas de cours, ça peut être sur le balcon. Mais encore une fois, il ne peut pas être 8 personnes sur un petit balcon parce qu'on doit quand même garder un respect des distances de 2 mètres. L'autre chose à se rappeler, c'est que à l'extérieur, le port de masque n'est pas obligatoire, mais la distanciation est. Et si ce n'est pas possible de respecter la distanciation, le port de masque est recommandé. Une autre chose, à partir du mois de juin, on aura d'autres assouplissements qui vont arriver, surtout en lien de sport et les loisirs supervisés en extérieur. Donc, on va pouvoir avoir jusqu'à 25 personnes qui peuvent faire des activités sportives en groupe. Il y aura d'autres assouplissements et plus que ça va bien dans d'autres régions et à travers la province, plus qu'on va pouvoir profiter et bénéficier de ces assouplissements ainsi qu'un changement de palier d'alerte. Pour l'instant, on doit quand même garder la situation stable, on doit continuer à faire prudence, on doit continuer à respecter les consignes sanitaires et pour ceux qui n'ont pas encore pris leur rendez-vous pour la vaccination, il est toujours temps de le faire. Peu importe votre âge, vous pouvez toujours s'inscrire. On a quand même en région, Mme Châteauvert vous a présenté, on a plus de 80 doses de données. Là, donc, et ces gens-là, ils vont bien. Donc, ceux qui sont inquiets, on n'a pas eu tant de déclarations de manifestations cliniques en région. Donc, on a beaucoup de monde. Au Québec, c'est plus de 5 millions de personnes qui ont reçu le vaccin. Donc, ça va bien. Les vaccins qu'on donne sont efficaces. On voit déjà des données qui sortent des autres territoires, des autres provinces, des autres pays.
et on voit que ça diminue, ça protège vraiment contre les complications de la COVID. Donc, et on sait que on ne peut pas dire qui va avoir la maladie sévère. C'est pour ça que c'est important que chacun prenne le vaccin pour lui protéger en premier, mais aussi pour contribuer à protéger la population. Dernier élément, c'est en lien avec les étudiants qui reviennent en région, ceux qui vont arriver après le levée de l'interdiction des déplacements. Donc, ceux qui arrivent à partir de demain ne sont pas obligés de s'isoler, mais encore une fois, la prudence est de mise. Il faut faire attention quand même et profitons de beaux temps qui arrivent en toute sécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'amorcerai la période de questions avec une question du public. Qu'en est-il des enfants handicapés qui fréquentent une classe spécialisée, comme les autistes? Seront-ils vaccinés à l'école ou même transportés au centre de vaccination? Je peux répondre, tout dépendant des milieux ou des centres de services. Là, pour le secteur Arikana, on regarde effectivement avec le transport adapté pour voir les possibilités de vaccination. Là. Donc, quand je disais d'entrée de jeu que l'ensemble des élèves de 12-17 ans puissent recevoir le service avec l'accord des parents, donc ce service-là sera offert également. Madame Châteauvert, aviez-vous un complément d'information? Non, ça va, merci. Merci. Une seconde question, M. François Munger de Médiaté. Oui, on apprenait aujourd'hui via nos collègues de ONFR du groupe TFO qu'il y a des Ontariens qui, face à la situation en Ontario, tentent de venir se faire vacciner en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que c'est une problématique et qu'est-ce que vous avez à dire sur cette situation-là? Merci pour votre question. En fait, non, ce n'est pas une problématique. Là, en début de campagne, puis à certains moments, on a quelques personnes, effectivement, de l'Ontario qui ont tenté d'avoir de la vaccination en Abitibi-Témiscamingue. Dans le fond, on a contacté ces gens-là, puis on leur a expliqué là, que ce n'était pas possible, puis les gens ont été très collaborants. Les personnes de l'Ontario qu'on a vaccinées au Québec, c'est entre autres nos travailleurs qui travaillaient là, soit en CHSLD, en ressources pour personnes âgées. Sinon, en principe, même les gens qui avaient une résidence secondaire, parce que c'était beaucoup les éléments ce que nous apportaient, là, mais c'est dans le fond les gens qu'on les a référés qui étaient vaccinés selon l'adresse de leur résidence principale. Fait que non, ce n'est pas une problématique actuellement. Merci beaucoup. Prochaine question, Mme Lily Mercure de RNC. Oui, bonjour. Donc, ça serait une question probablement pour la docteure Sobanjo. Donc, vu que les déplacements vont être permis demain pour les gens de l'extérieur et vice-versa, est-ce qu'on comprend que dans les restaurants, un registre est toujours obligatoire, mais est-ce que les gens de l'extérieur peuvent aller au restaurant, peuvent aller au cinéma, bref, aller dans les commerces? Donc, merci beaucoup pour votre question. Donc, oui, les déplacements ne seront plus interdits, donc les gens peuvent se déplacer vers nous. Toutefois, les règles de leur région leur suivent. Donc, les régions qui ont droit ou qui peuvent accéder aux salles à manger et d'autres activités sont ceux qui sont au palier orange. Donc, ce qui n'est pas permis au palier d'alerte rouge, ces personnes, s'ils se présentent au restaurant, ils ne vont pas être acceptés. Parce que les personnes qui peuvent, il faut avoir une preuve d'une résidence dans un palier, une région de palier d'alerte orange, jaune ou vert. Donc, il y aura probablement des endroits où ils vont être interdits. Toutefois, à partir du 31 mai, il y a plusieurs régions qui vont basculer. Ils vont changer palier d'être orange. Donc, les personnes qui arrivent de ces régions vont avoir accès à plus des activités chez nous. Est-ce qu'on comprend que les restaurateurs, les gens qui ont que ce soit un restaurant, un cinéma, peu importe, ont toujours l'obligation de demander une pièce d'identité? Oui, exactement. C'est pour ça, le registre ainsi que le preuve de résidence est toujours nécessaire. Prochaine question, M. Charles Laferrière. Oui, ma question serait pour M. Roy. Ça fait au-dessus d'une semaine qu'on parle que la vaccination s'en vient pour les jeunes de 12 à 17 ans. Qu'est-ce qu'on entend là, sur le terrain dans les classes? Est-ce que les jeunes réagissent à ces nouvelles-là? Comment ils voient ça, la vaccination? Est-ce qu'ils sont excités? Est-ce qu'ils ont des craintes? Comment les enfants réagissent à ces nouvelles-là?
Pour répondre bien franchement, je vous dirais que c'est un ensemble de tous ces questionnements-là. Donc, on entend, il y a certainement des questionnements, mais on voit aussi, puis tantôt, je parlais avec Mme Chanteauvert, là, je pense qu'il y a un engouement puis il y a un intérêt pour la vaccination. Là. Ça a été ouvert là, pour le premier week-end et il y a eu déjà beaucoup de demandes. Donc, on voit qu'il y a certains questionnements, mais on ne sent pas que c'est la notion de la panique. Donc, loin de là, les enfants, les jeunes posent des questions, mais on sent qu'il y a un certain engouement puis un certain pourcentage là, qui sont en faveur de la vaccination. Donc, on sera peut-être en mesure, lors du prochain point de presse, de vous donner plus d'informations sur le taux de participation. Les informations quittent là, aujourd'hui et dans les prochains jours. Donc, à partir de la semaine prochaine, on devrait avoir un bon topo sur le taux de participation. Mais je vous dirais présentement, les échos qu'on entend, c'est de façon positive, puis certains questionnements. Donc, on essaie d'y répondre au fur et à mesure. Madame Annie-Claude Luneau, Radio-Canada. Oui, bonjour. Ma question est pour Dr Sobenjo. EMA Québec vient de dévoiler les résultats d'une étude là, pour voir un peu si des cas de COVID-19 étaient passés sous le radar. Je sais qu'il y a eu des collectes quand même dans la région. Est-ce que vous avez eu des chiffres? Est-ce qu'on a constaté qu'il y a eu plus de cas de virus dans notre région que ce qu'on pensait au départ? Merci beaucoup pour votre question. Premièrement, nous, étant donné qu'on n'a pas une si grande région, mais quand même, les informations que nous avons, c'est que le chiffre, le nombre, le pourcentage de prévalence qui a été détecté chez des donneurs du sang de notre région, c'était pas loin de notre réalité. Et c'est pas surprenant parce que nous, on n'a pas eu tant de cas. Parce que lorsque le collecte a été fait chez nous, c'était un peu plus tard comparé à d'autres régions, donc c'était au mois d'avril environ. Donc, on a eu beaucoup plus de personnes vaccinées qui fait en sorte qu'aux autres, au premier, ils ont détecté une prévalence plus élevée, mais lorsqu'ils ont fait les corrections en lien avec, pour corriger, là, pour essayer d'enlever les données qui viennent, la protection, les anticorps qui viennent de la vaccination, la prévalence pour des gens qui ont vraiment fait la maladie était semblable à ce qu'on a comme vous. Une question de Mme Alexia Martel-Desjardins de Radio-Canada. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend bien, merci. Super. Ma question s'adresse à Mme Châteauvert et à M. Roy. En fait, j'avais une question des questions concernant la vaccination des 12-17 ans, juste pour être bien certaine de comprendre. Donc, si des parents, par exemple, ont déjà pris rendez-vous pour leur enfant, est-ce qu'on leur recommande, dans le fond, de l'annuler pour que ça se fasse avec le centre de service scolaire? Merci pour votre question. En fait, on favorise la vaccination en bulle classe car on a une belle organisation de services qui est faite là, entre les centres de services scolaires et la commission scolaire Western Québec et le centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Toutefois, les parents qui veulent quand même aller à la vaccination avec leur enfant en dehors de ces plages-là, c'est quand même possible. Par contre, on favorise à ce que ça se passe dans leur bulle classe. Je tiens à préciser aussi que les parents qui veulent être présents lors de la vaccination, même si ça se fait en collaboration avec les centres de services scolaires et que ça se passe durant les heures d'école, tous les parents peuvent venir aussi là, pour accompagner leur enfant lors de ces plages-là. Il n'y a pas de contre-indication à cet effet-là. Donc, s'il y a des parents là, qui tiennent à être présents, c'est possible aussi. Prochaine question, M. Jean-François. Allez-y. Excusez-moi, j'avais un deuxième élément à ma question. En fait, il y a une maman qui nous a signalé qu'elle a pris rendez-vous pour son fils de 15 ans, puis qu'une fois arrivée sur place le 25 mai, mais c'était le vaccin Moderna, donc on n'a pas pu lui offrir. Comment on compte s'assurer d'améliorer la prise de rendez-vous pour que justement il n'y ait pas des rendez-vous manqués, puis qu'il n'y ait pas de confusion, puis que quand un 12-17 ans prend rendez-vous, par exemple, après le mois de juin parce qu'il n'y aura pas encore 12 ans, que ce soit le vaccin Pfizer qui soit disponible? Oui, merci pour votre question. C'est très pertinent. En fait, on était informés assez rapidement de cette information-là. C'est ce qu'on pensait aussi qu'il allait se passer. Par contre, la journée de vaccination, la disponibilité était le 25 et cette situation-là s'est passée le 25.
Nous avons regardé tous nos sites de vaccination où on avait de la vaccination avec uniquement le Moderna pour la première dose pour les journées qui ont suivi. Et on a contacté l'ensemble des personnes qui s'étaient inscrites de 12 à 17 ans dans ces plages-là pour les redéplacer dans des plages avec le vaccin Pfizer. Donc, tous les appels ont été faits à cet effet-là, puis on surveille nos plages. Et à compter du mois de juin, il va y avoir la possibilité de voir aussi le type de vaccin éventuellement sur Clic Santé. Donc, ça va éviter peut-être des problématiques à cet effet-là. C'est certain que le vaccin Pfizer est le vaccin qui est le plus disponible en Abitibi-Témiscamingue actuellement, donc ce n'est pas tant un problème. Mais on avait quelques journées de plage de vaccination qui étaient uniquement du Moderna. Donc, on a réajusté le tir rapidement à cet effet-là. Et on s'excuse là, pour les parents ou les jeunes qui se sont déplacés et qui n'ont pas pu avoir la vaccination au moment où c'est arrivé. Merci. Merci, Mme Charbonneau. Allez-y, M. Roy. Peut-être juste amener une petite précision, là, un petit point de clarification concernant la première intervention de Mme Châteauvert, là, concernant la participation des parents à la période de vaccination. C'est tout à fait, là, donc les parents peuvent se déplacer. Par contre, ne pourront pas utiliser le transport scolaire, là, juste de préciser. Donc, les parents qui voudront accompagner leur enfant lors de la période de vaccination doivent se rendre. Ils auront l'heure, le moment et le lieu, mais doivent se rendre eux-mêmes au centre de vaccination et accompagner leur enfant par la suite. Merci pour la précision. Monsieur Jean-François Vachon, le citoyen. Oui, j'ai plus une demande de précision parce que techniquement, là, je comprends que les jeunes de 14 ans et plus peuvent prendre leur propre décision de savoir s'ils veulent recevoir ou non le vaccin. Mais je voulais savoir là, si le formulaire d'autorisation de transfert des données personnelles, là, comme les adolescents de 14 ans et plus peuvent prendre leur propre décision, est-ce que ce consentement-là doit être signé par les parents ou c'est l'élève qui décide que, comme il accepte, là, il accepte que ces données soient transmises? Parce que je vais juste donner cet exemple-là. Si, par exemple, un élève de 14 ans et plus décide de se faire vacciner, mais que ses parents ne veulent pas, si l'autorisation de divulgation des données personnelles n'est pas signée, il ne pourra pas recevoir la vaccination, même s'il est d'accord de la recevoir. Oui, ben, c'est une bonne question. Effectivement, l'élève de 14 ans peut signer la déclaration pour l'autorisation des transferts de données personnelles. Advenant qu'il ne transfère pas ou il n'y a pas l'autorisation, ça n'empêche pas l'opération de la vaccination. Par contre, ce qui va arriver, c'est que ça va ralentir au niveau de l'accueil, au niveau du centre de vaccination. Donc, les gens du CISAT devront rentrer manuellement, puis à ce moment-là. Donc, pourquoi qu'on demande les données avant de les transmettre? C'est pour accélérer le processus lors du moment de la vaccination. Mais un ne va pas sans l'autre. Donc, si un élève ou un parent refuserait qu'on transmette les informations personnelles, ça lui donne quand même accès et droit à la vaccination, sauf que le processus va être un petit peu plus long lors de l'inscription au centre de vaccination. Monsieur Munger. Oui, on voit qu'on stagne un peu au niveau du nombre de doses qu'on reçoit chaque semaine. On nous avait parlé au printemps, je me souviens bien, d'une capacité de 30 000 par semaine de vaccination. On stagne autour de 9 000 à chaque semaine. Est-ce qu'on va y arriver au final dans les délais qui sont prévus par le gouvernement? Et pourquoi ça ne s'accélère pas? On voit que dans l'ensemble de la province, on ouvre des nouveaux centres. Ça ne semble pas s'accélérer vers l'Abitibi-Témiscamingue. Merci pour votre question. En fait, nous recevons les doses de vaccins selon le pourcentage qui est établi par région. Puis actuellement, c'est ce qu'on reçoit. Et si je peux vous dire, au moment où on se parle, on a atteint 74 % de notre population qui ont soit un rendez-vous ou ont été vaccinés en Abitibi-Témiscamingue, incluant même les 12 à 17 ans, qui sont très peu nombreux là, jusqu'à maintenant. Par contre, c'est sûr qu'à partir de l'âge de 40-44 ans, on est à 74 % parce qu'on a quand même des chiffres là, par tranche d'âge de 10 ans. Mais au total, il nous reste 10 019 personnes à rejoindre pour un rendez-vous pour la vaccination pour atteindre 75 %, mais dans toutes nos catégories de tranches de population. Fait que, avec ce qu'on a comme arrivage,
de planifier d'ici le 23 juin. C'est clairement certain qu'on va arriver à ce taux de vaccination-là, incluant la vaccination en collaboration avec les milieux scolaires. Puis, les arrivages supplémentaires vont être dans la période estivale pour les mois de juillet et août, en lien avec les deuxièmes doses, entre autres, et aussi les premières doses qui n'auront pas eu encore accès à la vaccination pour peu importe la raison. Donc, on vise toujours le 23 juin et non pas l'autre date. Là, je ne me souviens pas au milieu du mois que le ministre Dubé avait visé. Là. Bien, pour le 15 juin, on devrait être en mesure d'avoir atteint aussi notre taux en Abitibi-Témiscamingue. Madame Mercure? Oui, probablement une question pour Madame Châteauvert ou Dr Sobanjo. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble avoir vu sur le tableau de pourcentage de vaccination et de tranche d'âge qu'il y a une grosse différence entre les gens qui sont plus vieux et les gens qui sont plus jeunes. Donc, ceux qui ont environ 18 à 24 ans et 24 à 29 ans, c'est à peu près 60 dans ces eaux-là des gens qui ont reçu leur première dose ou qui ont pris leur rendez-vous. C'est quoi qui explique ça? On voit que c'est quand même une tendance là, qui semble s'installer dans le reste de la province aussi, là, selon des chiffres de la santé publique dévoilés au début de la semaine. Est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète? Comment vous allez convaincre les gens qui ne sont pas vaccinés à recevoir un vaccin? Merci beaucoup pour votre question. Et première chose que je vais dire, c'est qu'il faut se rappeler que les personnes plus âgées ont une longueur d'avance sur ceux qui sont plus jeunes. C'est-à-dire, ça fait déjà plus que 4 semaines, plusieurs mois, même qu'on a commencé avec les 80 ans et les 70 ans. Donc, aux autres, il y a eu beaucoup plus de temps de pouvoir compléter leur vaccination. Donc, ça a pris au moins, en général, ce qu'on voit à travers la province, c'est au moins 4 semaines après que le plage ouvre en groupe d'âge, c'est là où on atteint les 75%. Donc, ça prend environ 4 semaines. Donc, pour ceux qui viennent, donc on sait que c'était juste le mi-mai qu'on a ouvert à tout le monde. Donc, il faut laisser au moins 4 semaines par catégorie d'âge. Ça, c'est une chose. Deuxième élément, c'est que des fois, on sait que les plus jeunes aussi, on connaît notre région, ce sont des personnes, des fois, qui travaillent à l'extérieur de la région. Donc, ils sont partis 2 semaines, ils reviennent. Donc, aussi, il faut que la personne soit disponible pour la période dans laquelle les vaccins sont disponibles. Il faut que les deux se rejoignent. Nous, de notre côté, ce qu'on est en train de faire, premièrement, on va continuer à donner des informations. On va continuer à supporter des gens pour assurer qu'ils ont toutes les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Mais deuxièmement, Mme Châteauvert et son équipe travaillent toujours pour trouver des moyens d'offrir. Donc, c'est pour ça que maintenant, il offre des plages en fin de semaine, le soir. Donc, il essaye de trouver des moyens d'offrir le vaccin, de sorte que les personnes vont pouvoir avoir accès lorsqu'ils sont disponibles. Donc, il y a plusieurs stratégies qu'on est en train d'utiliser que nous croyons vont nous aider à y arriver. Peut-être pour compléter, merci Dr Sobanjo. Effectivement, puis entre autres, la vaccination sans rendez-vous, je crois, va être une modalité qui va probablement répondre aux jeunes, peut-être plus, là, mais ça va être ouvert à tous quand même. Mais on pense que c'est une stratégie qui va peut-être répondre à des gens qui n'auront pas pris rendez-vous, mais que finalement, cette journée-là, ça va leur donner qu'ils y aillent et qu'ils vont pouvoir se déplacer sur le site de vaccination. Madame Martel Desjardins. Oui, ma question est encore pour Mme Châteauvert et M. Roy. J'ai une question concernant la deuxième dose pour les 12-17 ans. Est-ce que la deuxième dose va aller durant l'été, en septembre? Puis, il y en a peut-être qui vont avoir leur première dose durant l'été. Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir leur deuxième dose avec le centre de services scolaires en septembre? Comment on va coordonner tout ça, comme les premières doses et les deuxièmes doses pour les élèves? En fait, merci pour votre question. Concernant la deuxième dose, il nous reste certaines choses à peaufiner pour la façon que ça va se faire là, au niveau du Québec. Mais l'orientation est que les deuxièmes doses soient faites soit avant la rentrée scolaire ou en début de rentrée scolaire là, pour l'ensemble du Québec. Donc, on va planifier la deuxième dose probablement en collaboration avec l'ensemble des centres de services scolaires là,
pour la rentrée, dans le fond, en fin août. Il nous reste des petites informations à avoir là, du ministère là, à cet effet-là, là, mais ça va être de cette façon-là que ça devrait se produire. Monsieur Roy, souhaitez-vous compléter? Non, c'est tout à fait. Là, présentement, on est plus à l'analyse de différents scénarios. Je pense qu'on va se concentrer sur la première dose, là, de s'assurer que c'est une réussite, mais on commence déjà à avoir des scénarios pour les orientations, là, pour la volonté d'avoir la deuxième dose pour les élèves pour l'entrée scolaire. Donc, les différents scénarios sont sur la table. On attend les confirmations. Donc, on va s'ajuster en conséquence pour le mois d'août et septembre. Merci. Monsieur Munger? Oui. On parle du retour des étudiants. On en a parlé depuis déjà plusieurs semaines. Ça me permet de poser une question en termes de vaccination. Il y a peut-être de ces étudiants-là qui vont avoir profité de rendez-vous disponibles dans la région où ils étaient au moment de leurs études. Est-ce qu'on a ces données-là, à savoir, est-ce qu'il y a des doses qui ont été distribuées à des gens de l'Abitibi-Témiscamingue ailleurs dans la province? En fait, on n'a pas les données exactement, le nombre de doses qui a été donné à l'extérieur, mais je peux vous confirmer que tous les étudiants qui reviennent et qui ont reçu leur première dose ailleurs qu'en Abitibi-Témiscamingue nous contactent à la centrale téléphonique pour prendre une deuxième dose et on leur donne un rendez-vous là, pour qu'ils puissent avoir leur deuxième dose là, en Abitibi-Témiscamingue sans problème. Je pourrais compléter en vous disant que les données qu'on vous présente sont des données de registre de vaccination et les données sont saisies par lieu de résidence. Donc, si leur adresse permanente est en Abitibi-Témiscamingue, ils vont être saisis et ils sont déjà inclus dans nos données qu'on vous transmet à chaque fois. Merci, ça semble complété. J'aimerais préciser que les données statistiques présentées par Mme Châteauvert aujourd'hui sont également disponibles sur notre site Internet sur la tuile vaccination. Alors, j'aimerais une fois de plus remercier nos porte-paroles d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Merci aux représentants des médias, à la population d'être avec nous. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Alors voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce point de presse du CISAD pour cette semaine. La situation très stable en Abitibi-Témiscamingue. Un seul cas qui s'est ajouté dans les dernières heures du côté de Rouyn-Noranda. 4 cas actifs en Abitibi-Témiscamingue. 55,3% de la population a reçu sa première dose dans la région et on est confiant d'atteindre le fameux 75% d'ici la mi-juin. Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée.